Bienvenue sur e-radio et ITV et bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Ibnou Sougou Farah, économiste en énergie de formation actuelle. Il est aussi le président de Risque Management du Sénégal. Nous sommes aussi avec Tamba Danfakha, accompagnateur de projets et coaching en efficacité. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelque temps, la justice est sur la sellette au Sénégal avec la sortie des députés du PASTEF à l'Assemblée nationale en essayant de faire la pression sur le ministre de la Justice qui a répondu. Le président lui-même, lors d'une rencontre avec la presse, a dit que les Sénégalais doivent mettre la pression sur la justice pour que le dossier soit accéléré. Sougou Farah, la justice sénégalaise est-elle sous pression et quelles sont les conséquences de cette pression sur la justice sénégalaise? Merci beaucoup Alassane de m'avoir invité sur cette émission. Je remercie aussi M. Danfakha, que je suis je suis bien d'être avec lui ici. Et je remercie les auditeurs et les techniciens qui nous écoutent et qui sont présents. Merci beaucoup. Bon, vous savez, je suis quand même un adepte de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs est extrêmement importante aujourd'hui pour un pays comme notre pays, qui est en train de traverser une zone où vraiment tous les fils de ce pays doivent réfléchir vraiment sur cela. Bon, je ne peux pas dire peut-être que c'est une pression parce qu'ils sont ensemble. Hein. Donc le ministre de la Justice répond au Premier ministre, répond au président de la République. Il est en train de dérouler leur projet sur ce plan-là. Donc je ne le vois pas comme en tant que tel peut-être pression, mais peut-être c'est un lapsus ou bien il a peut-être parlé d'une façon qu'il ne devait pas, mais bon, je ne trouve pas que c'est une pression. D'autant plus que je dois aussi féliciter le ministre de la Justice, puisque comment je l'ai vu se comporter pour répondre à la justice et répondre aux Sénégalais, ça a été quelque chose quand même de très important. Oui, Danfakha, vous pensez que c'est un lapsus quand les députés du PASTEF mettent la pression sur le ministre et que le président lui-même après revient à une conférence de presse en avec la presse en disant qu'il faudrait que la justice, que les Sénégalais, que le peuple mettent la pression sur la justice? Bonjour Alassane, bonjour Ibnou et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de ITV. Alassane, c'est inquiétant. C'est inquiétant d'entendre le gardien de la Constitution de notre pays, celui qui doit avoir la maîtrise de l'horloge républicaine constitutionnelle, disons, répéter un discours qui est à la limite celui de l'opinion publique. Vous savez, un président de la République doit être exemplaire en tout, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, même le simple fait d'utiliser le mot pression, même si je sais, et je pense que Ibnou l'a dit tout à l'heure, si je sais qu'il n'y a pas péril en demeure. Parce que, vous savez, la justice ne fonctionne pas suivant la volonté des juges. Elle ne fonctionne pas suivant la volonté des individus. La justice fonctionne suivant fondamentalement trois choses. La première chose, c'est qu'il y a des lois qui sont figées dans le temps. Si on ne les change pas, le juge ne peut pas inventer la loi. Il ne peut pas créer de nouvelles situations. La deuxième chose, c'est qu'il y a le temps, le facteur temps. Même si les juges le voulaient, eh bien, il y a des procédures à respecter. Et c'est comme ça dans notre pays. Sauf si demain, les députés changent les lois, on ne peut pas revenir sur la temporalité des choses. La troisième chose, c'est les ressources. Nous avons 500 juges au Sénégal pour 18 millions d'habitants. Donc, il y a des facteurs limitants. Donc, ça veut dire que fondamentalement, c'est des facteurs que les juges ne peuvent pas changer. L'exécutif, qui est représenté par le président de la République et son gouvernement, eux, on peut mettre la pression sur eux. Encore que je trouve bizarre que le président de la République puisse parler de pression, alors que lui-même a dit qu'il n'est pas quelqu'un sur qui on peut exercer une pression, qu'on ne peut pas le faire chanter puisqu'il ne sait pas chanter. À partir de ce moment, je trouve qu'il y a quand même une injustice, puisque vous, président de la République, vous êtes quelqu'un qui ne peut pas, qui n'est pas sensible à la pression. Pourquoi vous trouvez normal que la justice puisse être sensible à ça? Moi, je pense que cela est extrêmement important, que pour moi, ça ne changera absolument rien au fonctionnement de la justice, parce que même si vous allez demander à des juges de faire ce que vous voulez, ben, les juges ne peuvent pas faire ce que vous voulez. Ils ne peuvent faire que ce que la loi qui les lie. Hein? Le juge n'est pas un homme libre. C'est vraiment quelqu'un qui est...
aussi bien les juges que les fonctionnaires d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, évidemment, je pense que c'est des propos regrettables, mais qui sont sans conséquence. Parce que de toutes les façons, ça ne fera pas que les juges vont changer qu'ils vont faire du fast-track comme le peuple le veut. Parce qu'il y a toujours, Alassane, une erreur, une mauvaise compréhension de notre part quand nous disons que la justice est rendue au nom du peuple. En fait, la justice est rendue pour l'intérêt du peuple. Il n'est pas rendu au nom du peuple, il est rendu au nom des lois. Maintenant, si le peuple, lui, peut demander des choses et l'Assemblée nationale peut voter des choses selon ce que veut le peuple, ça c'est possible. Mais à partir du moment où on vient au niveau de la justice n'est pas rendue au nom du peuple, elle est rendue dans l'intérêt du peuple. Et si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien du tout. Dans nos pays, nous devons comprendre que la justice est un moyen de protection de la communauté, de la collectivité. Lorsque des forces qui ont des capacités de nuisance sont en confrontation, il n'y a que la justice pour régler cette question-là de façon pacifique. Donc si nous fragilisons cette justice-là, bien nous nous mettons tous en danger. À commencer par ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Oui. Le constat qui a été fait, c'est que depuis la troisième alternance, qui est là, depuis 10 mois, on assiste à beaucoup d'arrestations, surtout concernant la liberté d'expression. Simon Faye, notre confrère, a été en garde à vue depuis quelques jours. Il y a aussi des chroniqueurs qui ont été interpellés, arrêtés, d'autres libérés. Et les gens ne comprennent pas cette façon de faire. Est-ce qu'on n'est pas entré dans une situation beaucoup plus compliquée qu'on le croyait? Merci Alassane. Bon, moi je vais le placer toujours dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie. On est en train vraiment, depuis, je vais vous dire presque la première alternance avec Abdoulaye Wade, on est dans une phase où on est en train d'apprendre comment se comporter dans la démocratie. Et cela, bien sûr, attire des controverses. Et je pense que bon, les pouvoirs qui ont été là, comme Abdoulaye Wade et Macky Sall, vous voyez, il y avait beaucoup de ça aussi, je pense. Et aujourd'hui, il faut des lois. Il faut des lois et il faut réformer la justice complètement. Si on le réforme dans cet apprentissage de la démocratie, ce serait très bien. Il y a eu les assises de la justice qui ont été déjà tenues et de certain nombre de recommandations qui ont été faites. Mais vous savez, je le situe dans un cadre. Par exemple, aujourd'hui, je regarde ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump et la justice aux États-Unis. D'ailleurs, je vais même dire aux étudiants de droit qui nous entendent de vraiment aller décortiquer la confrontation entre la présidence et le pouvoir judiciaire aux États-Unis. Aujourd'hui, les démocraties se cherchent. Notre pays est très en avance dans ce sens-là. Et je pense que les autorités aujourd'hui doivent se placer aussi dans cette situation et regarder comment ce qu'ils ont subi avant, ne pas le répéter. C'est extrêmement important parce que c'est leur participation dans la marche de la démocratie pour notre peuple. Aujourd'hui, ils ont les règnes du pouvoir, ils doivent regarder et organiser une relation avec la presse, par exemple. Discuter, prendre, par exemple, quelqu'un comme vous, par exemple, Alassane, je pense que, bon, tu es quelqu'un, depuis que j'étais aux États-Unis, je vois que tu es un très grand journaliste ici dans ce pays. Et tu as participé dans la marche vers la démocratie. Absolument. Ici. Je pense que on ne peut pas t'exclure dans ça. Et il y en a d'autres comme toi, ils doivent discuter avec vous, s'expliquer avec les grands journalistes du pays pour ne pas répéter les erreurs d'avant. C'est extrêmement important. Une démocratie, c'est la presse qui le soutient. Tout à fait. D'ailleurs, Thomas Jefferson, le grand théoricien de la démocratie, parle de démocratie comme vraiment la presse comme le soupape de sécurité de la démocratie. Donc, eux, ils ont peut-être subi des torts et tout ça, et aujourd'hui, ils ne doivent pas répéter ces mêmes torts-là, et ce serait très important pour le futur de notre pays. Ouais. Aujourd'hui, on assiste un peu avec la classe politique sénégalaise à une sorte de guérilla entre les partis politiques. On a l'impression que le Sénégal, on parle rarement de développement, on parle rarement des questions de fond. On est dans une sorte de ping-pong entre opposition et pouvoir dans la gestion du pays. L'opposition à l'Assemblée nationale qui boycotte tout, qui critique tout, le pouvoir qui est là, qui est dans les détails. Comment faudrait-il faire pour que les gens pensent au Sénégal et aux Sénégalais? Mais il faut se parler, Alassane. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire l'impact que peut avoir une pression sur la justice. C'est que, vous savez, en 2023, notre pays a reçu
plus de 2000 milliards d'investissements privés étrangers. Si les gens ont le sentiment que finalement nous ne sommes pas à cet état de droit que nous avons eu le privilège de nourrir dans l'histoire et notre réputation en tant qu'État sénégalais, c'est que nous sommes en état de droit. Ce sont ces investissements privés qui vont disparaître, sans compter les investissements privés nationaux. Donc il faut qu'on fasse très attention avec ça. Pour ce qui concerne l'opposition, tout à l'heure, Ibn disait que la presse constitue le pilier de la démocratie. C'est vrai. Mais la garantie de démocratie, c'est l'opposition. Et c'est dommage que ce soit toujours les mêmes experts qui conseillent nos chefs d'État et nos gouvernants et qui les entraînent dans l'erreur. L'erreur, c'est de dire, si vous voulez gagner les élections, vous ne pouvez pas faire de résultats économiques, vous ne pouvez pas convaincre les populations sur le terrain de manière démocratique avec votre travail. Donc, faites en sorte de ne pas avoir en face de vous des personnes capables de vous tenir tête. C'est-à-dire, on va tout faire pour que les têtes qui dépassent soient éliminées. Donc déjà, tant que le parti au pouvoir dans nos États, pas seulement au Sénégal, mais en la Afrique... même chose qu'avait dit Macky Sall en disant je vais réduire l'opposition dans sa puissance d'expression. Le grand danger, c'est que si Macky Sall avait réussi à éliminer ce qu'on appelle les forces classiques, aussi bien le Parti démocratique sénégalais, le Parti socialiste, une partie il les a éliminés par la voie de la justice, l'autre partie il les a mis dans le béno, il les a enfermés là-bas, ils n'avaient plus d'initiative, ils n'influençaient plus du tout sur la marche du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des jeunes qui sont apparus et qui n'ont pas la même compréhension du code démocratique et ils ont tout cassé et aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir. Et ce qui va leur arriver également à eux, s'ils pensent que par exemple le fait de prendre des journalistes, surtout quelqu'un comme Simon, et je lui exprime toute ma sympathie d'ailleurs et tout mon soutien, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va poursuivre un journaliste comme Simon parce qu'il aurait entre guillemets violé la loi et toi-même État, tu prends cette même personne pendant 96 heures, tu le gardes en toute illégalité, parce que la garde à vue ne devrait pas dépasser 48 heures. S'il n'y a pas prolongation. Voilà, mais non, même s'il y a prolongation, ça ne peut pas dépasser 48 dans le cas de Simon. Le problème, c'est qu'il joue avec le temps, avec les jours fériés, etc., le dimanche, pour maintenir quelqu'un de façon illégale en garde à vue. Donc je pense que ça aussi, ce que disait tout à l'heure Ibnou, c'est que les réformes qu'on doit faire pour que dans notre pays, le bureau du procureur doit être réformé parce que les procureurs au Sénégal peuvent violer la loi, peuvent violer les droits des gens sans conséquence pour eux. Je pense qu'on doit arriver dans un pays où parce que par exemple, quand quelqu'un porte plainte contre vous et que le juge vous relâche, vous pouvez intenter un procès contre lui pour dénonciation calomnieuse. On devrait pouvoir, dans notre architecture juridique et législative, faire en sorte qu'un procureur qui prive quelqu'un de liberté, qu'il y ait des sanctions, au moins des pairs par rapport à lui. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire qu'on joue trop avec l'emprisonnement. Donc aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, on va casser tout ce qui est presse formelle. Aujourd'hui, je préfère moi avoir affaire à une presse qui me tient tête, mais qui comprend ce qu'est l'intérêt national. Alassane Samba Diop, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui sait ce qui est l'intérêt national. Il y a des choses qu'il ne dira jamais. Il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il a des limites. Mais aujourd'hui, si tous ces gens qui sont des gens formés, qui sont des gens expérimentés, qui sont des gens raisonnables, sont éliminés, qu'est-ce qui va rester? Ce sont des gens irresponsables, ce sont des gens qui n'ont de compte à rendre à personne, ce sont des aventuriers qui vont avoir la possibilité de donner l'information aux populations sans rigueur. Et donc, à ce moment-là, ils seront encore plus vulnérables. Surtout dans cette période aujourd'hui où l'Internet joue un rôle, les réseaux sociaux jouent un rôle extraordinaire. Vous vous imaginez s'il n'y a pas de médias structurés, s'il n'y a que des médias d'État, des médias partisans. Ça veut dire que demain, tout ce que le gouvernement va dire ne sera pas crédible. Moi, je prends toujours l'exemple des radios étrangères. Je ne vais pas citer de radios ici, où vous pouvez entendre toutes sortes de contradictions. Des gens même qui attaquent les patrons de ces radios-là, les propriétaires de ces radios-là, à l'étranger. Mais l'intérêt, c'est que si demain, le gouvernement a un message important à passer, le message est crédible. Le fait d'avoir des gens qui ont des avis critiques, c'est extrêmement important, surtout les journalistes. Parce que ça veut dire que demain, tu peux en faire des alliés dans des moments importants. Et que tout ce qui reste, tout ce qui concerne nos propres personnes, le fait que je dise du mal de Ibnou ou de Alassane, ne doit pas, pour quelqu'un qui dirige un État, ne doit pas entrer en ligne de compte. Ce qui doit entrer en ligne de compte, c'est l'intérêt national. Et l'intérêt national voudrait aujourd'hui que la presse, on l'accompagne. La presse, on l'aide. Parce que la presse, dans notre pays, ce n'est pas seulement les informations
qui plaisent ou qui ne plaisent pas. C'est des emplois. C'est aussi, quelque part, le temps que les gens qui prennent du temps pour écouter les radios. En ce moment, il y a des gens qui nous écoutent. Peut-être que s'ils ne nous écoutaient pas, ils auraient une vie un peu plus difficile, plus d'anxiété. Donc, c'est tous ces avantages-là aujourd'hui qu'il ne faut pas remettre en cause. Parce que n'oublions pas, Alassane, si ce pays, nous jouons avec les grands équilibres, parce que la démocratie est une question de connivence, de concertation. Parlons-nous, discutons. Chacun doit céder une part de lui-même pour qu'ensemble nous puissions exister dans ce pays-là. Si nous ne le faisons pas, nous allons perdre la place. Moi que j'adore, quand vous tapez sur Internet, vous demandez le pays le plus stable d'Afrique, on vous dit c'est le Sénégal. Ça, c'est une fierté pour moi. Il ne faut pas qu'on perde ça. Oui. Et cette guérilla qu'on a constatée entre opposition et pouvoir sur des questions beaucoup plus politiques que de développement. Oui, bon, je parlais tout à l'heure des réformes qu'on doit faire. Alors, je pensais... Le président a annoncé des réformes sur le plan politique par rapport justement à cette prolifération de partis politiques de coalition. Il a même appelé au dialogue. L'FDR aussi, l'opposition extrêmement important. Dit oui au dialogue, mais pas un dialogue biaisé. Les réformes, ils doivent entamer vraiment les réformes, puisque je pense même qu'ils ont gagné sur cette base-là. Vous voyez, il y a un changement de paradigme de toutes les façons de faire. Tout à fait. Vous voyez qu'il doit s'opérer aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Je me rappelle 6 mois sur ou le 7 plan mois comportemental, ouais, même des individus. Parce que c'est pas juste l'autorité étatique qui doit être comme ça, mais une démocratie est portée par la population aussi. Donc c'est extrêmement important. L'élite doit montrer la voie. Exactement. L'élite doit montrer la voie, puisque bon, on sait très bien que si un peuple est bien guidé, bon, ils vont être éclairés. Même les prophètes, quand ils étaient envoyés, ils venaient pour éclairer les gens. C'est extrêmement important. Mais nous devons nous comprendre, savoir que nous avons hérité quelque chose, que c'est une chance que les autres Africains n'ont pas. Nos premiers leaders ont fait quelque chose pour ces pays-là. Vous voyez, je veux dire, sur le plan démocratique. La fierté aussi, on doit le placer dans un contexte. Parce qu'il faut se connaître. Il n'y a personne qui était beaucoup plus fier que Sékou Touré, c'est clair. Et on n'a pas vu Sékou Touré avec des malversations et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez la Guinée. Donc notre pays a hérité de quelque chose que les ancêtres lui ont donné. Nous devons continuer sur cette lancée. Surtout notre vivre ensemble. C'est ça, notre vivre ensemble, c'est extrêmement important. Le cousinage à plaisanterie qui est en train de s'effriter dans ce pays-là. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de vraiment regarder ce plan-là. Vous voyez, même j'ai vu des gens qui parlaient de l'immigration et de toutes ces choses-là. Bon, heureusement, il y en a d'autres forces qui sont revenues pour leur calmer et tout ça, tu vois. Nous devons construire une nation. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Américains disent safe haven. Nous sommes devenus le safe haven de la sous-région. Tous ceux qui veulent la sécurité et qui nous entourent, de la Mauritanie, du Mali, Guinée-Bissau, c'est ce qui veulent la liberté et la stabilité. Ils ont un pied dans ce pays-là. Et c'est même en train de jouer dans notre inflation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils veulent la stabilité. Alors ça, il faut l'améliorer, il faut l'augmenter en faisant des réformes institutionnelles. Savoir ce qui se passe. Sur le plan je ne suis pas juriste, mais je pense que nous devons revoir le droit dans ce pays-là. C'est extrêmement important, puisque je vois qu'il y a beaucoup de lobbies. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'on ait 500 avocats sur 18 millions d'habitants? Est-ce que c'est normal qu'on a 500 juges? L'ensemble des juges et des avocats tournent autour de 1000. Je suis en train de questionner sur ça aujourd'hui. Donc ces réformes-là doivent s'opérer et aider le pays à aller de l'avant. L'économie va avec une justice stable. Si on veut attirer des investissements, le droit de propriété est extrêmement important pour un investisseur. Aujourd'hui, on doit regarder les choses sous cet angle-là. Vous voyez? Et je pense mais tantôt, vous disiez qu'il y a des enjeux énormes, importants, que le Sénégal est safe, vous disiez safe quoi? Safe country? Safe haven. Safe haven. Aujourd'hui, est-ce que les gens qui dirigent ce pays ou bien ceux qui sont en opposition ont conscience de ces enjeux-là? Et pourquoi on ne pose jamais ces débats en profondeur, en prospective, sur l'espace public, qu'on ne parle plus que de Alassane et ceci, Jean et Paul, on est dans les détails. Pourquoi on est dans les détails? Pourquoi la classe politique ne prend pas de la hauteur?
Oui, je pense qu'aussi il y a une question d'expérience dans ce sens-là. Hein, vous voyez, donc les autorités sur le plan de l'expérience, ils sont en train de construire peut-être cette expérience-là aujourd'hui. Je pense que bon, cet apprentissage, bon, ils ont quand même amené quelque chose que je suis d'accord avec. Vous voyez, sur le plan, par exemple, du Jubal Jubanti, moi, en tant qu'économiste de l'énergie, en tant que financier, je sais que, ok, pour faire quelque chose dans ce monde-ci, il faut quand même un petit degré de stabilité sur le plan comportemental, sur le plan de la relation avec l'argent public. C'est important. Et comme ils le disent, ils sont là depuis 1 an, peut-être il faut leur donner la chance de continuer et de voir qu'est-ce qui va aboutir avec cela. Je suis quelqu'un, personnellement, qui pense que ça là, c'est extrêmement important. Mais sur le plan économique, si on regarde aujourd'hui au sein de l'UEMOA, les banques qui sont au Sénégal sont pratiquement surliquides. Des banques qui ont plus de 3 000 milliards de francs CFA excédent. Une PME qui veut investir au Sénégal, il faut pratiquement 8 mois pour avoir un prêt, ne serait-ce que 2 millions dans les banques. Alors ailleurs, il suffit d'un clic pour que vous ayez votre prêt. Et tout ça, ce n'est pas des questions qui sont plus essentielles que la guérilla politique. Oui, la guérilla politique qui s'explique aussi par le fait que nous ne sommes pas dans une vision stratégique de l'avenir. On n'est pas dans l'organisation. C'est-à-dire que les gens créent des partis politiques pour se mettre de l'avant, pas pour mettre en avant une organisation, une idée, un projet. Parce que même si vous regardez ce qui se passe avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui nous ont dit notre parti c'est différent. Mais aujourd'hui, leur parti est différent. L'un d'entre eux est président, le leader ne l'est pas. Et de fait, c'est le leader qui est le président. Donc ça veut dire que fondamentalement, nous n'avons pas encore appris à construire des organisations. Et ça, c'est une question de vision, ça, c'est une question de culture. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque fondamentalement. Mais si vous regardez un peu la question de l'argent dans les banques, il y a d'abord que Alassane, on est coincé par cette histoire d'arrimage au CFA. Et le CFA nous met dans une situation où nous sommes enfermés. Nous ne pouvons pas avoir suffisamment de ressources financières sur le marché sénégalais pour investir dans l'entrepreneuriat. Les banques, aujourd'hui, vous allez voir une banque, parce que souvent, on s'attaque un peu injustement aux banques. Mais aujourd'hui, Alassane, quelles sont les garanties que les entrepreneurs sénégalais peuvent fournir aux banques? Il n'y a pas de foncier. Le foncier n'est pas attribué, il n'y a pas de titre foncier, il n'y en a pas assez, en tout cas dans ce pays. Donc ça veut dire que quand vous entreprenez aujourd'hui, vous n'avez pas, premièrement, de garantie. Deuxièmement, vous n'avez même pas d'apport personnel, en tout cas d'apport personnel suffisant. Vous ajoutez à ça le fait que nous n'avons pas ce qu'on appelle le second marché boursier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque qui vous prend votre voiture comme garantie, lorsqu'elle a besoin dans l'immédiat d'argent, elle va courir après les courtiers. Alors que par exemple dans les pays où nous faisons la même comparaison, en France par exemple, lorsqu'une banque a un titre foncier par devers lui, et que dans l'heure il a besoin d'argent, il s'adresse au second marché et automatiquement dans l'heure qui suit, il entre dans ses fonds. Vous parlez de francs CFA. Oui. Récemment, Ahmed Ndiaye de la FASEC a fait un papier on a beaucoup lu dans les réseaux sociaux, dans les journaux, en disant que le franc CFA d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, aucun pays n'est juridiquement obligé de rester dans la zone CFA. Plusieurs États africains ont exercé leur souveraineté monétaire en quittant cette zone, en créant leur propre monnaie nationale. Oui, mais depuis le début, nous avons la possibilité de quitter. C'est pas ça le problème. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la garantie de la France existe toujours. Elle n'a pas disparu. Oui. Alassane, on viendra peut-être sur cette question-là. Nous avons 65% de notre dette qui est libellée, soit en euros, soit en dollars. C'est un problème. Donc on ne peut pas, aujourd'hui ceux qui défendent le CFA, je suis désolé de le dire, c'est parce que probablement ils doivent revenir aux fondamentaux de l'économie. La monnaie, c'est le moyen de piloter son économie. Si vous n'avez pas le contrôle sur votre monnaie, comme aujourd'hui nous n'avons pas de contrôle sur le CFA, nous ne pouvons rien faire avec ça. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui ce qu'il faut, c'est l'environnement qu'il faut créer. Il faut que les gens aient des garanties solides quand ils vont aller voir les banques. Il faut que les banques soient capables de convertir ces garanties-là en cash lorsqu'ils en ont besoin. Il faut que la BCEAO également arrête de faire cet ostracisme au niveau des politiques de crédit. Mais moi, je demeure convaincu que nous pouvons nous en aller. Je suis étonné d'ailleurs que les nouvelles autorités qui avaient dit qu'on allait créer notre propre monnaie, aujourd'hui, ont abandonné cette idée-là. C'est bien dommage. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Tamba Danfaka, accompagnateur de projets et coaching en efficacité, Ibnou Sougou Farah, économiste en énergie de formation actuelle. Ibnou, on va dans l'actualité internationale. L'économie mondiale sous la tourmente, après les droits de douane imposés par Trump, le Sénégal a-t-il les moyens de faire face?
Merci beaucoup, Alassane. Bon, avant de tomber sur ça, je voudrais avoir une idée quand même. Un peu. Oui, c'est ça. Sur le CFA et tout ça, quoi. Parce que, bon, là, je serai un peu en contradiction avec vous. Je pense que aujourd'hui, moi, je voyage beaucoup sur la sous-région. Prenons par exemple l'exemple du Nigeria. Le Nigeria est quand même le Naira, ils sont autonomes, étant sur ce plan-là. Leur banque centrale, j'ai vu ce qui s'est passé. Il faut se poser aussi la question. J'étais le premier défenseur d'avoir une monnaie nationale, moi, quand j'étais à l'extérieur du pays. À Washington, dans les radios sénégalais, je parlais de ça depuis que je savais qu'on envoyait beaucoup d'argent ici. Et que je me demandais où se trouve cette devise. Mais quand je suis revenu dans le pays, en faisant face avec la réalité, en allant dans les pays comme par exemple au Ghana ou au Nigeria, tout ça, je me suis demandé, est-ce que nous avons vraiment l'ossature juridique pour pouvoir mener à bien ce projet? Vous voyez, je vous donne un exemple. Je suis allé au Nigeria 1 an avant. Le Naira était à peu près à 74 cents, par exemple, du CFA. Plutôt, le CFA était à 74 cents du Naira. 1 an plus tard, je suis revenu, ça a complètement changé. Le CFA était à 1,73 du Naira. Vous voyez, avec un taux d'inflation extraordinaire jusqu'à ce que les mêmes petits détaillants ne voulaient rien savoir du Naira. Pour pouvoir mener ce projet à bien, il faut des institutions juridiques et financières bien établies. Il faut bien réfléchir sur ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Nous sommes des économistes quand même qui pensent que la monnaie est très, très, très importante. Et il faut faire du benchmarking. Il faut aller dans les pays comme par exemple la Tanzanie, aller au Kenya et regarder les taux d'inflation. Regarder, est-ce qu'il y a l'indépendance de la Banque centrale, par exemple? La Guinée. La Guinée. On parle de l'indépendance de la Banque centrale, comme par exemple l'inconsistance du temps, comme garant. C'est 1000 francs CFA, vous avez 80 000 francs guinéens. Exactement. Et hier, par exemple, je voyais Janet Yanil, par exemple, qui parlait de l'indépendance de la Banque centrale. Est-ce que nous avons cette ossature démocratique pour vraiment mener à bien ce projet-là? C'est une question fondamentale que les économistes doivent revoir. Bon, donc, ils ont, par exemple, je pense qu'eux, ils ont le pouvoir aujourd'hui à bien regarder cela, à parler de cela, mais quand ils ont fait face à la réalité, ils se sont retrouvés, peut-être que leur peuple n'était pas encore prêt. Et l'économie mondiale aujourd'hui? C'est ça. Sur l'économie mondiale, par exemple, aujourd'hui, en pleine réunion, vers 2013, j'ai dit à Macky Sall que nous avions une méconnaissance de l'Amérique terrible. C'est ce qui était dans la réunion, peut-être, quand j'étais son conseiller en énergie. Et aujourd'hui, je pense que Macky, là où il est aujourd'hui, le président Macky Sall, il sait très bien de quoi je parlais maintenant. Le monde a laissé faire depuis presque 80 ans le reste du monde. Toutes les institutions politiques, les États-Unis les ont créées et amenées chez eux. Les institutions financières. Et ils ont se parlé sur le plan tarifaire, par exemple, ils ont créé ce qu'on appelle des unilateral free trade. Ils appellent ça des libre-échange, des zones de libre-échange unilatérales. Ou, par exemple, pour construire ton économie, donc j'ouvre les vannes et que tu produis et que tu me vends. Les 4 dragons de l'Asie, qu'on parlait de Japon, Singapour, on parlait par exemple de Taïwan, Corée du Sud, c'est ça, ils ont bénéficié de cela les 80 dernières années. Okay? La Chine a bénéficié de la création de l'euro, puisque l'euro a été créé et tout ce que la manufacture de l'Europe du Sud, c'est ce qui était en Italie et tout ça, ont été transférés en Chine. Aujourd'hui maintenant, le reste du monde s'est exposé jusqu'à ce qu'il ne va pas vu Trump venir. Et c'est devenu un problème. L'économie mondiale s'est orientée aujourd'hui, Alassane, vers la région Indo-Pacifique. D'ailleurs, je pensais même écrire un article pour l'appeler la mort de l'Atlantique. Vous voyez, rien ne se passe pratiquement plus en Atlantique. Tout s'est dirigé vers cette zone-là. Sur le plan tarifaire, les Sénégalais doivent comprendre quelque chose. Nous sommes le pays le plus proche des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est ça. Je dirais à nos autorités de faire des clins d'œil à Trump. Puisque Macky a été avec Macron et Biden, il faut quand même faire des clins d'œil à Trump et tout ça, leur montrer que vous êtes assez conservateur, sur le wokisme vous n'aimez pas et tout ça, et que essayez de les attirer. L'Amérique détient cette économie mondiale d'une façon que it's beyond thinking, on ne peut même pas penser. Donc sur le jeu de la géostratégie, il serait très bien aujourd'hui de leur faire des clins d'œil et de ne pas parler pour les Africains, parler pour nous, Sénégalais, puisque nous sommes en avance. Et se rapprocher des Américains, c'est ça? C'est extrêmement important. Pourquoi? L'Amérique détient 26% de toute l'économie mondiale.
ils sont que 5% sur le plan de la population. L'Amérique détient 70% des grandes universités qui sont... Par exemple, si vous prenez 20 meilleures universités du monde, les 17 sont américains aujourd'hui. Je pourrais continuer tout ce qui est les fibres optiques, tout, l'Internet, WhatsApp, tout. Donc, aujourd'hui, le jeu des intérêts géostratégiques doivent nous mener à leur donner un clin d'œil, vous voyez, je veux dire, pour pouvoir essayer d'attirer les investissements chez nous. Est-ce que le Sénégal doit aujourd'hui, comme il l'a dit, se rapprocher davantage des Américains pour gérer nos intérêts à nous? Parce que cette situation avec les taxes à 10%, pratiquement l'AGOA, qui était votée par George Bush quand elle est là, est morte avec 10% de production. Alassane, j'ai envie de dire, Trump ne nous calcule pas. C'est pas il n'est pas dans une négociation avec des petits États. Mais ces décisions ont des conséquences chez nous. Oui, mais ce que je suis en train de dire, ça dit que c'est un peu par rapport à ce qu'il nous dit qu'il faut se rapprocher d'eux. Je sais qu'il connaît mieux l'Amérique que moi. Je sais qu'aujourd'hui, Trump ne va pas perdre son temps à discuter avec des petits pays. Nous subissons aujourd'hui des dégâts collatéraux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si nos exportations vers l'Amérique ralentissent, ça veut dire que nous aurons moins d'envois dans nos pays. Si nous avons des Sénégalais qui vivent là-bas, qui gagnent de l'argent grâce à des importations de produits sénégalais, ils vont avoir moins de revenus, donc ils vont avoir moins d'envois au Sénégal. Donc ça va faire plus de paupérisation pour nous. La question également, toutes ces personnes qui exportaient aux États-Unis d'Amérique, que ce soit grâce à l'AGOA ou par d'autres mécanismes également, ça veut dire que ces gens risquent de se retrouver sans marché, donc vont perdre leur emploi. Donc on va avoir des contre-coups. Sans compter le grand désordre qu'il est en train de faire dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il cherche, lui, à régler des problèmes internes. La première chose qu'il veut régler, Trump, c'est qu'il a une dette colossale. 7 000 milliards de dollars qu'il doit rembourser cette année, en 2025. Donc, si n'arrives pas à impacter sur la valeur du dollar, le coût pour l'Amérique va être extrêmement important. Donc aujourd'hui, ce qu'il tente de faire, c'est de faire en sorte que sa monnaie soit à un niveau de fluctuation, de change qui lui permette de rembourser moins à ses créanciers. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, les Américains, je ne suis pas d'accord avec Ibnou du tout, les Américains ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre économique. Aujourd'hui, ils ont perdu la guerre scientifique. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, c'est les Russes qui ont amené un Américain dans l'espace. Qui ont transporté un Américain. Aujourd'hui, sur la question des puces, les Russes viennent de mettre au point une technologie qui dépasse de loin tout ce que nous avons imaginé depuis la nuit des temps. Les Chinois, sur la question des technologies et de l'économie, ils ont fait la route de la soie. Ils ont tout préparé. Aujourd'hui, ils ne produisent pas seulement qu'en Chine. Les Chinois sont prêts. Maintenant, ils ont vu également que sur le plan militaire, parce que jusque-là, l'impérialisme, je me permets ce terme à Alassane, pour faire plaisir à mes amis de gauche, l'impérialisme américain s'est toujours transformé par si je veux quelque chose et que je ne l'ai pas, je fais la guerre. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les Américains se sont rendus compte qu'ils ne font plus le poids sur le plan militaire. Parce qu'ils ont vu que ce n'était pas seulement une question de stratégie, mais technologiquement, ils sont dépassés. Et ils sont même dépassés sur le plan technologique par des gens comme l'Iran. Aujourd'hui, les Houthis ont abattu 17 drones Reaper. 17 drones Reaper. Un drone Reaper, ça coûte 30 millions de dollars. Ils sont même en train d'imaginer, est-ce qu'il ne vaut pas mieux discuter avec les Houthis? C'est un petit pays. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'Amérique, et c'est ça qu'il faut, il faut rendre... Ils entament des négociations avec voilà, il faut rendre... Je pense qu'il faut pas prendre... il faut prendre Trump très au sérieux. Parce que ce qu'il essaie d'expérimenter, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher pour son pays, mais au moins c'est mieux qu'on s'entretue. C'est mieux de faire la guerre commerciale que de faire la guerre tout simplement où il y a des millions de personnes meurent. Au début, je pensais qu'il faisait de la politique quand il disait il faut arrêter la guerre en Ukraine parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais je pense qu'il faut le croire. Moi, je veux bien le croire à ce niveau-là, qu'aujourd'hui, il faut faire une guerre économique et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'au fond, ce qu'il cherche, c'est désorganiser le système, l'ordre commercial mondial qui ne lui est pas favorable, qui n'est pas favorable aux Américains. Maintenant, est-ce qu'il va réussir ou pas? Je ne sais pas. Mais s'il réussit, des États comme nous, on aura des problèmes. Et donc, effectivement, il est important, et c'est ce que je fais, si je dois faire une préconisation aux autorités actuelles, c'est que c'est vraiment le moment pour nous d'être indépendants.
de compter sur nous-mêmes. C'est vraiment le moment où il faut mettre le paquet parce qu'on ne peut compter sur personne, ni sur l'Amérique, ni sur la France. On n'a jamais d'ailleurs compté sur la France qui passait tout son temps à pomper nos richesses. Nous devons dire les Sénégalais doivent être capables aujourd'hui de résoudre leurs propres problèmes. En partant du pire, le pire c'est que ces gens-là ne nous calculent pas. Donc aujourd'hui, et c'est là où justement la première partie de notre discussion était importante, il faut qu'il y ait un resserrement de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes agressés sans qu'on nous attaque véritablement directement par les conséquences. Nous sommes touchés par ça. Donc, nous avons besoin d'un pays unifié, rassemblé autour du travail. Parce que si on ne met pas les Sénégalais au travail, mais Alassane, on ne va jamais régler les problèmes. On a beau faire des préconisations. Si les Sénégalais ne sont pas au travail, si le gouvernement ne trouve pas un moyen pour que tous les matins les gens se réveillent pour aller au travail plutôt que de se tirer dessus entre pro et anti-pouvoir, etc., nous n'allons pas être capables de le faire. Parce que les Chinois travaillent. C'est pour ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. Les Américains travaillent. C'est pour ça là où ils sont. Les Français travaillent. C'est pour ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. Donc par conséquent, nous n'avons pas de prise sur les décisions de Trump, mais nous avons une prise sur nos propres choix. Et nos propres choix de développement, c'est dire on compte sur nous-mêmes et on met tous les Sénégalais au travail. Est-ce que ces choix, c'est d'abord de produire localement pour pouvoir sortir de cette dépendance internationale? La ZLECAf aussi, est-ce qu'il ne doit pas être un outil pour justement se libérer de ces droits de douane? C'est extrêmement important. Mais je vais revenir un peu sur, je vais vous dire, ce que vous disiez tout à l'heure sur le plan militaire et tout ça, il faut le baser sur les statistiques. Les statistiques, moi je suis un économiste qui aime beaucoup parler avec statistiques. Sur le plan de l'armement, personne aujourd'hui, l'exposition du monde, je vais vous donner les statistiques. La moitié de la dépense, la moitié des dépenses militaires dans le monde, 50%, c'est l'Amérique qui le fait. Sur le plan, par exemple, de contrôle des océans, aujourd'hui, si vous regardez bien, il faut, par exemple, des porte-avions, il faut des frégates, des destroyers. Il y en a 21 dans le monde, des flottes aéronavales comme ça. L'Amérique détient les 10, le reste des 11, c'est les autres pays comme la France, la Russie qui se le partagent. Sur le plan statistique, le monde aujourd'hui, c'est tellement exposé à l'Amérique que ce serait très, très, très difficile de se débarrasser. Juste le contrôle de l'Internet aujourd'hui. Les Chinois et les Asiatiques, ce qu'ils ont fait de plus que nous, c'est qu'ils ont compris l'Amérique plus que nous. Et ça, il faut vraiment aller à la source pour avoir l'information. Ils comprennent mieux que nous. Moi, quand j'étais dans les universités américaines, je voyais par exemple que nous n'étions pas là. Les jeunes Africains, vraiment, nous ne sommes pas nombreux dans les universités. Alors que les Asiatiques, les Indiens et les Asiatiques étaient en masse, comme ça. Vous voyez, notre problème, c'est ça. Même en France, la première puissance étudiantine, c'est les Chinois. Mais je vous dis, vous voyez, donc ils ont envahi le monde, particulièrement les États-Unis. Aujourd'hui, ce qui se passe, nous devons profiter de la situation. Nous sommes des humains. Il est extrêmement important de nouer des alliances dans le monde. Aujourd'hui, Trump veut se débarrasser de la Chine. Essayons de capter ce qu'ils ont à la manufacture, puisque l'Amérique a sorti de l'ère de la manufacture aujourd'hui. Trump ne le comprend pas peut-être, mais aujourd'hui, son secteur est complètement tertiaire. Et tu sais, je vais vous dire, Alassane, Trump ne connaît même pas l'Amérique, lui. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Il y a l'impossible trinité. Cela veut dire, si tu ne peux pas dire, je vais être contre l'immigration, je vais être pour les tarifs, et je veux un chômage bas. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être. Cette sauce-là ne peut pas être cuisinée. Donc, on appelle ça l'impossible trinité. C'est une impossible trinité. On ne peut pas avoir ça. Trump, aujourd'hui, il a un taux de chômage de 4%. Il a besoin de bras. Puisqu'on dit, par exemple, le taux de chômage non accélérateur d'inflation est à peu près à 8%. Donc, il est complètement en bas. Pour les économistes, on peut le considérer comme le plein emploi. C'est ça. Si tu dis maintenant que je ne veux pas d'immigration, et je vais maintenant mettre les tarifs, parce que les tarifs, c'est en réponse au chômage, premièrement. On veut fabriquer. Aujourd'hui, les Africains doivent maintenant aller prendre leur part en Amérique parce qu'ils ont contribué pour 400 ans de construction de ce pays-là. Nous devons prendre nos jeunes, les envoyer dans les universités comme ce qu'ils faisaient les Chinois et tout ça. Les meilleurs mathématiciens que j'ai vus dans ce monde ici, c'est ici que je les ai vus, ici au Sénégal. Mais au Sénégal, aujourd'hui, les gens disent que la Chine est le premier partenaire commercial du Sénégal. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils ne peuvent pas être la première puissance du monde. C'est pas possible. Leur géographie ne leur permet pas ça.
il ne donne que sur l'océan, premièrement, Pacifique. Il ne passe que sur le détroit de Malacca. Ça veut dire tout ce qui va en Chine est exposé aux décisions de l'Indonésie et de la Malaisie. Un pays qui veut être la première puissance du monde ne peut pas être exposé à d'autres pays comme ça. Si vous regardez par exemple la province du Xinjiang, pour maîtriser sa partie occidentale en Asie centrale, la Chine ne l'a pas encore maîtrisée. La Chine a un problème démographique extraordinaire. Aujourd'hui, il faut faire les études approfondies, nous-mêmes réfléchir pour dire que, ok, est-ce que ce pays-là peut contrôler le monde? D'accord, ils sont forts sur la manufacture, mais pourquoi ils sont forts? Si par exemple, l'Amérique ouvre les vannes pour vous, et qu'il a un déficit commercial de 400 milliards de dollars en moyenne pour 20 ans, mais my friend, tu vas avoir la deuxième économie du monde. Mais son économie est vraiment exposée à l'extérieur. Sa chance, Alassane, c'est de construire un marché intérieur. C'est nous maintenant qui devons nous retourner vers l'Amérique, essayer de capter cela en essayant de leur dire, par exemple, allez là-bas, rencontrez les insiders. Washington, c'est des lobbies. K Street, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la France. Tous, ils lobbyent le Congrès américain. C'est seulement les Africains qui ne sont pas là. C'est ça la politique internationale. Il faut être présent à Washington, ce qu'on appelle le Beltway, et faire exactement comme eux. Les autres, c'est ce qu'ils font pour le Congrès américain. Il y a des sénateurs qui ne travaillent que pour les autres. Si l'Arabie Saoudite lobby complètement le Congrès américain, vous avez les Sud-Américains, vous voyez le président argentin, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Amérique. Nous ne devons pas rester derrière. Nous devons faire comme eux. L'Amérique détient aujourd'hui pratiquement 26% de tout ce qui existe sur Terre sur le plan économique. Nous ne pouvons pas dire, ok, comptons sur nous-mêmes. Non, on n'est pas là, on doit faire comme eux, les Asiatiques, ce qu'ils ont fait. Tout simplement. Aller faire du lobby. Je pense que le président Kagame l'a compris, par exemple. Kagame, tu le vois, il jette toujours des signaux à Trump. Quand Trump était là, il y a 4 ans, mais c'était Kagame seulement qui l'a reçu. Tout le reste du monde, ils essaient de faire du lobby à Washington, se placer. C'est ça les réalités du monde. Les Sénégalais qui sont là, vous le dire. Oui, mais dans le même temps, est-ce qu'on doit continuer, c'est vrai, à faire de lobby, comme vous l'avez dit, mais à mettre toute notre production sur le plan international? Qu'est-ce qu'on fait en interne? La ZLECA, elle sert à quoi après? Oui, les ZLECA, c'est intéressant comme expérience. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais Alassane, en matière de crise, lorsqu'il y a une crise, la règle, c'est que tu ne peux compter sur personne. Éteindre le feu chez toi d'abord. Oui, ça dit que c'est le propre même de la crise. Lorsque vous parlez de crise, ça veut dire que maintenant les liens se sont délités. Donc par conséquent, lorsqu'il y a la crise, il faut partir du principe absolu que je ne peux compter sur personne. Et aujourd'hui, aussi bien l'Amérique, aussi bien la Chine, aussi bien le Vietnam, qu'est-ce qui fait leur force? Mais c'est parce que d'abord, ils ont commencé par régler le problème de leur population. Mais Alassane, on ne peut pas continuer, nous, à dire on va suivre le tempo du monde, alors que nous avons presque 7 millions de Sénégalais qui sont en âge de travailler, mais qui honnêtement ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'il y a 2 millions qui ne travaillent absolument pas. Ils se réveillent tous les matins, ils ne font rien. Il y a à peu près 4 500 000 Alassane qui travaillent, mais qui ne gagnent pas 50 000 francs CFA. Mais avec 50 000 francs CFA, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens 40% de notre population est en insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'au Sénégal, y compris à Dakar, il y a des gens qui se réveillent le matin, ils n'ont pas la dépense quotidienne. Absolument. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour, au lieu de satisfaire des marchés extérieurs, parce que de toute façon, ce n'est pas des enfants de cœur, que ce soit les Américains ou les Français. Quand vous allez les voir, ils vont vous demander de résoudre leurs problèmes. Nous, nos problèmes à nous, c'est le problème de l'emploi dans notre pays. C'est le fait que les gens ne mangent pas à leur faim dans leur pays. Donc ça veut dire que d'abord, nous devons trouver des solutions à l'interne. C'est quand nous serons forts dans le règlement de nos propres problèmes nationaux que nous serons capables d'exporter notre savoir-faire. Mais nous n'avons pas de savoir-faire. Dans un communiqué publié hier, le ministère de l'Agriculture a dit qu'ils ont augmenté de 10 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Oui, c'est une excellente... Le TIFA, je pense, c'est une excellente chose. Un peu l'eau de circuler, a été déjà enlevé. C'est une excellente chose, mais c'est lent. Nous avons 3 800 000 hectares. Nous n'avons même pas encore aménagé 300 000 ou 400 000. Sur 3 800 000 hectares de terres cultivables. C'est comme pour dire que nous avons un pays rempli de vide. Tu as le soleil, tu as tout.
Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous passons notre temps à regarder ce que les autres peuvent nous apporter. Et nous ne voyons pas, nous, ce que nous pouvons nous apporter nous-mêmes. Nous avons du fer, nous avons aujourd'hui du gaz. Mais pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir, bon Dieu, pour dire qu'est-ce que nos ingénieurs doivent pouvoir faire? Parce que nos ingénieurs-là, ils sont capables de fabriquer des micros, ils sont capables de fabriquer des ordinateurs. Il y a d'ailleurs un certain Ndao qui a fabriqué un ordinateur thermique. Il y a Adibou Sodien qui est aujourd'hui qui fait les beaux jours de l'université de Princeton et de Google. Nous avons énormément de gens qui sont dans le monde, qui sont des Sénégalais et qui sont ici au Sénégal. Il suffirait qu'aujourd'hui le gouvernement leur dise venez quelque part, trouvez-nous les moyens de fabriquer les ordinateurs, ils pourront le faire. Mais nous pensons tout le temps à l'aide étrangère, à ce que les autres peuvent nous apporter. Alors que comme disent les Wolofs là, nous devons d'abord exister. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises américaines sont dirigées par des Indiens. Ils ont compris. Ils ont compris. Mais ça veut dire qu'au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord tenté de résoudre leurs problèmes à eux. Et en apprenant à résoudre leurs problèmes à eux, ils le font au début très mal. Et puis ils apprennent, deviennent experts, ils peuvent s'exporter. Aujourd'hui, l'Iran, qui a été sous embargo depuis 1978, je crois, américain. Aujourd'hui, l'Iran est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde. Mais ça, c'est pas une mince affaire. Il n'est même pas loin d'armes nucléaires. L'Iran a donné, a vendu aux Russes 2 millions de drones pour sa guerre contre l'Ukraine. 2 millions de drones. Mais ça veut dire que quelque part, la solution pour nos États, elle est interne. Elle est interne. D'abord, c'est pour ça que je ne peux pas comprendre que nous ne puissions pas nous entendre. Moi, j'ai participé à pas mal de dialogues politiques. Mais Alassane, tu as envie de te fracasser la tête contre le mur. Parce que les gens passent du temps à discuter de broutilles, de détails. Alors que les pays ont besoin aujourd'hui de l'ingéniosité de ses fils. Des gens comme Ibnou aujourd'hui, je pense qu'ils doivent même pas avoir le temps parce que le gouvernement doit leur dire vous avez été aux États-Unis, on va ouvrir un bureau de réflexion sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les États-Unis? Les gens ne savent même pas. Et dans la prospective. Oui, les gens ne savent même pas. Nous sommes des francophones. Et vous avez parfaitement raison de dire que nous ne connaissons pas bien l'Amérique. Je me suis rendu compte que la culture américaine et la culture francophone, ce n'est pas du tout la même chose. Même pour faire du business avec un Américain, il y a des petits détails qui font le marché, la négociation, parce que simplement tu t'es mal pris. Donc pourquoi nous avons des gens qui sont aux États-Unis? Pourquoi nous ne mettons pas en valeur leurs compétences pour qu'ils nous aident? Voilà, la diaspora. Mais aussi des experts qui sont ici à l'Université de Dakar. Mais on passe tout notre temps à nous plaindre. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut que nous arrêtons. Ça, c'est une grosse question. Comment on intente de s'organiser pour compter sur nous-mêmes? Là, je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il faut quand même... Tu parlais des Indiens. Les Indiens ont envahi les universités d'abord. Ils ont appris. Beaucoup d'entre eux sont repartis. Et moi-même, je me rappelle... La clé, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Clair, même pour une démocratie. Une démocratie, même l'Amérique en est victime, puisque vous voyez... Dans sa démarche holistique. Mais bien sûr, la démocratie, pour l'être humain, il faut un peuple éduqué. C'est extrêmement important, vous voyez. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis qu'on doit essayer de s'approcher? Notre pays a fait de grands pas sur le plan démocratique. Et je sais que ce qu'on a bénéficié aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, c'est qu'on est le pays quand même pratiquement le plus démocratique d'Afrique. Et ça, nous devons capitaliser sur ça. Absolument. Nous devons capitaliser sur ça. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, il faut s'organiser. Utiliser les Sénégalais qui sont là-bas. Même l'alternance qui vient de se passer, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont participé dans ça au niveau des États-Unis en lobbyant le Congrès. Alors, il faut essayer de revoir toutes ces choses-là. Envoyer nos jeunes dans ces universités-là. C'est pas difficile. C'est pas ce qu'on pense que bon, si vous allez là-bas, vous allez rester et tout. Même que vous parlez de quelqu'un maintenant, c'est des gens qui viennent de France, dans les grandes écoles françaises qui sont allés aux États-Unis, continuer d'étudier. Aujourd'hui, ces universités-là, ça doit être une politique proactive d'envoyer les jeunes dans les universités, mettre des clauses avec eux pour qu'ils ne restent pas là-bas, les ramener. Aujourd'hui, la manufacture, Trump est parti pour vraiment l'enlever de la Chine. Nous devons essayer de capitaliser sur ça. Vous parliez d'emploi, mais une bonne manière de créer, par exemple, des emplois, c'est vraiment d'attirer ces investissements-là en faisant du lobby, en commençant par le Congressional Black Caucus. Par exemple, dans le Congrès américain, rencontrer par exemple les chefs du Congrès, du Congressional Black Caucus. Aujourd'hui, le chef des démocrates
dans le House. Mais c'est un noir américain, Hakeem Jeffrey, par exemple. Si, par exemple, notre président ne peut pas rencontrer Donald Trump, il peut aller voir Hakeem Jeffrey, il peut aller voir, par exemple, quelqu'un comme Jim Clyburn en North Carolina, essayer de leur parler, essayer de faire du lobby et attirer ces investissements. Quelqu'un comme, par exemple, une compagnie comme Walmart, qui prend beaucoup de manufactures, on devait lui donner, par exemple, cette chance-là. Par exemple, de lui dire, OK, tu prends des t-shirts au niveau de la Chine, ici, venez. Nous allons vous faire des incitatifs pour que, par exemple, les manufactures de t-shirts, de caleçons viennent au Sénégal. Voilà, le temps que vous avez imparti, malheureusement, le temps est terminé. Merci infiniment Ibou Sougou Farah, économiste en énergie de formation et actuaire. Vous êtes aussi une nouvelle fonction. C'est ça, je suis président de l'association des risques managers du pays. Aujourd'hui, le risque est partout et nous avons créé au niveau du CNP avec d'autres institutions, Sengov Risk, qui est une association pour éclairer le pays sur le risque, la gestion des risques. D'accord. Je suis aussi actuaire, donc actuaire, je suis économiste de l'énergie et actuaire. C'est pourquoi Tamba Damfaka, qui est lui accompagnateur de projet et coaching en efficacité. À la technique, Serine Saliou Dem, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM.